Moi qui vais tenir voilà, l'horloge, puisqu'on a une AG d'une extrême importance ce soir à 17h. Et on a envie d'entendre tous les exposés passionnants qui vont avoir lieu cet après-midi. Et je cède la parole sans plus attendre à Monique Bourrin pour commencer la présentation des découvertes de Puy-Sérier. Ça marche comme ça ? Oui, c'est un moment intéressant puisque, en ce qui concerne le Puy-Sérier, nous sommes au bout de la restauration. Ça ne veut pas dire au bout des questions. Au bout de la restauration, avec, je dois vous demander beaucoup d'indulgence parce que je n'ai pas les photos de la dernière campagne de restauration et donc, en revanche, j'ai le rapport de restauration et j'ai donc utilisé j'ai copié les photos. C'est pas de très très bonne qualité et j'ai pas eu le temps, donc ça se balade, vous aurez un peu le vertige, mais en gros quand même on comprend, du moins j'espère. Alors donc les restaurateurs ont fini la restauration la veille de la petite exposition qui pendant 15 jours a présenté les nouveaux closoirs, c'est-à-dire le 10 septembre. Et depuis le 10 septembre, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Alors je vous rappelle très très rapidement l'histoire de ce plafond, donc découvert en 2011 complètement par hasard, sauvé des eaux par le maire de la commune qui est exemplaire de ce point de vue-là. Piteux état au moment où on le trouve, badigeon blanc, badigeon gris, suie, et une constatation que c'est à la fois un plafond d'une extrême qualité picturale, mais peut-être en mauvais état. Il appartenait en fait à un immense hôtel dont il n'occupe que la partie centrale, et ce dessin, c'est le dessin de la plume de Frédéric Mazeran. En fait, il y a donc 3 parties. Vous avez en haut la place du village avec l'église à l'extrémité est. La partie la plus ancienne est celle qui est desservie par l'escalier en vis. La partie centrale est construite après, c'est là qu'il y a le plafond. Et la partie donc, de gauche pour vous, oui, est plus récente, mais à peine, avec un escalier en vis qui n'ouvre pas sur l'extérieur, mais sur la cour intérieure. Et plein de plafonds cachés sous des faux plafonds. Un espoir pour nous. Alors, au total, donc cette pièce centrale qui fait en gros 12 mètres par 6, couverte d'un plafond à 2 registres, vous savez ce que c'est depuis ce matin, 5 poutres, donc 2 poutres de rive, 11 solives, entre les solives, des closoirs. Découvert en 2011, protégé super vite février 2012, diagnostic par l'architecte en 2013-2014, démonté en 2016, ce qui est exceptionnel mais qui nous donne un accès au closoir qu'on n'a jamais pour voir l'arrière, etc. Et puis donc la restauration en 3 campagnes. La première partielle parce qu'on ne pensait pas avoir assez d'argent. Et finalement, Jean-Noël Badenas a trouvé de quoi finir la restauration cette année. Alors, ça a donné la découverte de quelques très beaux closoirs. Vous les voyez rapidement. Donc, ce beau mort, cette charmante jeune femme, un chien que tous nous avons envie d'avoir sous notre bureau, un corbeau, une licorne, les armes de Pierre de Saint-André. Et donc, ça permet de voir... Alors, certainement plusieurs mains, au moins 2, mais le talent des peintres. Mais tout ça, c'est dû quand même à l'excellence des restaurateurs. Vous voyez ce qu'il y avait avant leur restauration, vous voyez ce qu'il y a après. Même si on ne peut pas lire tout complètement, ce n'est pas leur faute. Et voilà. Alors, qu'est-ce que Alexandre m'a dit qu'il fallait que je clique ? J'ai visiblement pas tout à fait compris. Si, il y a peut-être un espoir. Je clique comme ça. Vidéo tournée par Bruno Canredon. Alors, on a repéré le 78. Alors là, j'ai 9, 6, 10. 9, 6, 10, il manque le 29. Animal ou pas animal, on ne sait pas. On dirait, ouais, presque comme l'emplacement d'un œil.
C'est pas une queue de poisson, là comme la sirène? Je sais pas, parce que là, c'est une patte quand même, on dirait, non? On fait l'arbitrage de manière fondamentale par l'état de conservation. Si on devine qu'il n'y a rien à restaurer, ce n'est pas la peine d'y aller. Ensuite, parmi ceux pour lesquels on peut penser qu'il y a un état de conservation qui permet une belle restauration, on va essayer de choisir ceux qui apportent le plus à la connaissance du plafond. On a l'impression que ce plafond est organisé dans son espace, avec à l'extrémité de chaque poutre un ou deux animaux, et au centre de la poutre, une thématique. Une fois des visages, une autre fois des armoiries, une autre fois, par exemple, des inscriptions. Et on va essayer de confirmer cette organisation spatiale. Et la première impression qu'on a, c'est que ce n'est pas tout à fait confirmé. Il y a une sorte d'impression Ah oui. de blason, une sorte de rond. Enfin, on ne voit pas trop encore parce qu'il faut dégager le reste. Mais Ça, alors, un peu ça fragile. c'est une surprise. Hein. Ça fait partie des surprises du jour et Dieu sait qu'il y en a. On a sélectionné les closoirs. On a pu voir s'il y avait d'abord des restes, beaucoup, le type de badigeons qu'on avait dessus, parce que les badigeons blancs sont très compliqués à enlever. Et en fonction de ce qu'il y avait, on a dit, tiens, là, ça vaut le coup d'essayer de dégager, ou là, on n'a vraiment plus rien. Ici, on a les cernes du bois, mais on a l'impression qu'il y a vraiment quasiment rien que du badigeon, quoi. Donc là, on va regarder si on arrive à voir une forme, mais on n'y croit pas du tout. Donc c'est ce type de closoir, on va pas les... À part celui-là qui intéresse Monique en particulier, sinon on les laisse d'office. Ces closoirs, ils sont peints avec une technique à la colle, comme c'est le cas pour les peintures globalement des plafonds de cette époque. Donc c'est une colle a priori animale, mélangée avec des pigments. Il y a une grande fragilité qui est variable sur les closoirs, mais qui est quand même très importante parfois, en sachant que l'eau fonctionne bien, puisqu'elle permet de solubiliser les badigeons, donc les couches qui ont été rajoutées lors de différentes interventions sur les closoirs. Mais le problème, c'est que la peinture est sensible à l'eau aussi, donc c'est toute la difficulté. On ne sait pas du tout ce qu'on va découvrir, puisqu'ils ont tous été recouverts de ces couches, de ces badigeons intégralement. Donc voilà, c'est un peu la surprise. On ne sait pas exactement de quoi elles sont constituées, mais elles sont à l'eau également et sensibles à l'eau. Donc c'est vrai que le scalpel permet de dégager ces couches très progressivement, y compris la couche grise qui parfois est recouverte de suie, donc ce qui lui donne ce côté noir. Parfois on le fait à sec, donc sans humecter. Parfois on est obligé de mouiller. Enfin, on est obligé de s'adapter, puisque chaque closoir a des spécificités qui lui sont propres et des degrés de fragilité qui sont extrêmement variables. Assez compliqué à dégager. Faut vraiment juste araser en surface et enlever le noir, quoi, et pas autre chose. Pour les infrarouges, on fait appel à quelqu'un qui vient les faire sur place. Et ça permet effectivement de voir à travers les couches des éléments qu'on ne voit pas en fait. Notamment aussi le dessin souvent. Et du coup, ça peut nous aider, nous, notamment pour certains closoirs où les parties sont pas assez claires. On s'appuie sur ça pour voir si on peut y aller ou pas. Le décrassage, le nettoyage permet de retrouver le sujet, ce qui est représenté sur les closoirs. Une fois que toutes ces étapes de conservation sont faites, là on fait ce qu'on appelle la partie restauration à proprement parler. Le closoir présentait une certaine fragilité, donc on a consolidé en passant une résine, une protection en fait sur l'ensemble des closoirs, ce qui nous permet après de travailler par retouche à l'aquarelle, qui est à l'eau, facilement. Et qui en plus est très facilement réversible. On peut retirer, donc ça nous permet en fait de voir comment reconstituer sans aller trop loin. Et si on va trop loin, l'enlever. Lorsqu'il y a sur les closoirs des parties complètement vierges, on ne reconstitue pas du tout. Le but, c'est pas de reconstituer quelque chose qui n'est plus là. C'est plutôt de donner une lisibilité à ce qui est existant. Et comme tout restaurateur, en fait, tout ce qu'on entreprend, qu'on réalise ou qu'on fait sur un objet d'art qui nous est confié doit être documenté. Donc chaque étape, que ce soit réversible, c'est le maître mot,
et pour faciliter le travail de ceux qui viendront après nous, pour qu'ils sachent ce qu'on a utilisé. Totale, mais en fait très partielle, vous avez compris, du plafond. Que pouvons-nous dire? Alors, donc sur un plan, vous repérez l'escalier en vis, le seul qui donnait accès à la salle, puisque l'autre vis, en fait, ne desservait pas cette salle, mais la distribution de la maison voisine. Et donc, Monique, il faut prendre le micro. Pardon, oui. La baie à meneaux qui donne sur la place et une baie à meneaux qui donnait sur la cour intérieure. C'est important d'avoir en mémoire pour comprendre le plan où sont les accès et aussi l'emplacement de la cheminée. Et donc, les pictogrammes correspondent à une thématique qu'on a peut-être élaborée de manière pas tout à fait sûre, mais on fait ce qu'on peut. Alors au total, il y avait 94 closoirs sur ce plafond. Donc une partie a été détruite soit par la construction d'une cage d'escalier, soit par les infiltrations d'eau. Il en reste donc 2/3 d'une thématique identifiable et 36 très lisibles. Et c'est très compliqué pour essayer de comprendre, parce que chaque fois, on a tendance à raisonner sur ce qu'on a. Alors qu'en réalité, il nous manque encore un tiers. Donc on dit, à celui-là, il n'y en a qu'un de ce thème-là. Ah, c'est pas sûr. Il peut être dans le tiers qui a définitivement disparu. Donc, alors, les thèmes des closoirs, c'est très classique. Hein. Il y a des phylactères avec des inscriptions, des animaux, des écus et des visages, dont vous remarquerez qu'il y a une presque parfaite égalité, parité, comme on dit, entre hommes et femmes. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, entrons. Et ce qu'on voit, c'est que là où c'est écrit, là où il y a des petits proverbes, des petites maximes, c'est en fait un triangle qui est proche de l'accès. Et donc toutes les 5 inscriptions sont, pour autant qu'on le sache, hein, et malgré le tiers manquant, dans cette zone d'entrée ou de sortie de la salle. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que sur 2 poutres, ou le long de 2 poutres, il y a une thématique homogène, alors que les autres poutres sont beaucoup plus variées. Thématique homogène, l'une est héraldique et l'autre est une série de visages. Alors, la thématique héraldique, sur cette face, il n'y a que les grands de ce monde. C'est-à-dire, et ça, on le savait, la seule chose qui nous a surprise et qu'on ne connaissait pas, qui est arrivée par la 3e campagne de restauration, c'est le chien. Le bon chien fidèle qui est à côté des armes du roi. Et d'autre part, ces armes qui sont en 65, qui sont donc juste à côté des armes du milieu, qui sont celles de Georges d'Amboise, ex-archevêque de Narbonne au moment où le plafond est fait, 1498 ou 99, et qui sont une autre fois les armes royales. Donc pourquoi? Une fois, elles sont portées et mises en exergue, en valeur par une paire d'anges, et là, sans rien. Donc ça, c'est l'héraldique des pouvoirs. Maintenant, il y a un peu d'héraldique ailleurs dans le plafond. Et on voit en particulier, et c'est là que j'interpelle Gauthier, qu'on a besoin, donc, qui nous trouve ce que sont ces armes, donc en C9 et C40. Donc vous voyez quand même à un endroit qui est bien visible quand on entre et puis bien éclairé par la fenêtre sur la place, les armes de celui qui doit être, à mon avis, le commanditaire du plafond. Mais il y a également des marques de marchands, 3 fois la même, et donc une fois en face de la cheminée, donc, notamment, et surtout répétée, peut-être même plus que ça, hein, mais sur les 2 tiers restants, on a 2 fois. Voilà.
Et enfin, donc, les armes de Pierre de Saint-André. Alors, Pierre de Saint-André, c'est quelqu'un qui a été juge-mage de la sénéchaussée de Carcassonne aux environs de 1490, puis qui part aux guerres d'Italie, et il a commandé en particulier la place de Gênes, et puis il devient responsable, premier président du Parlement de Toulouse, mais un peu plus tard, donc à ce moment-là. Maintenant, Georges l'a peut-être repéré aussi à Sals, alors on n'a pas encore tout son curriculum vitae. Mais voilà, ces trois armes-là nous renvoient probablement à quelque chose qui a à voir avec le commanditaire. On pourrait rêver que c'est la femme de Pierre de Saint-André qui a les trois roses de gueule, mais non, hein, c'est pas ça. Les clercs de Punisson n'a pas du tout ces armes-là. Alors ensuite, en face de la poutre héraldique, une série de galeries de visages assez incroyables. Vous les voyez là tous à la queue leu-leu, mais donc 4 qui ont la peau basanée. La question a été posée ce matin, mais Jérôme Ruiz et l'atelier du Lauragais disent que la coloration est originelle et non pas l'objet d'une crasse ou d'un repeint. Voilà. Donc il y en a au moins 3 qui sont comme ça. Et puis à l'autre extrémité de la pièce, avec au centre ce fameux guerrier qui a tout du guerrier des guerres d'Italie. Donc on a des morts, on ne sait pas exactement, des Turcs, voilà, c'est à chercher. On a eu une très très longue discussion hier, je n'ai pas le temps d'en reprendre les détails, mais on est sur des pistes variées. Et donc ce qui est surprenant, c'est que, ça on le savait d'ailleurs précédemment, mais vous voyez qu'il y a 2 femmes qui se ressemblent énormément, sauf que celle-ci est jeune et blanche, et que l'autre est vieille, toute pleine de bijoux et noire. Donc qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il faut les voir ? Et entre les deux, donc il y a ces 2 personnages, une femme complètement échevelée et agitée, et un homme dont on pensait qu'il comptait sur ses doigts, mais Pierre-Olivier a proposé hier que peut-être, en fait, c'est la manière d'accompagner le chant. C'est ça, Pierre-Olivier ? Je ne sais pas où il est. Ah oui. Bon. Voilà. Alors, maintenant, au plafond, il y a des animaux. Et ces animaux, j'ai encadré les emplacements. Donc, ils sont toujours à l'extrémité des poutres et ils reposent donc sur la poutre avec un engoulant. Et puis, il y a des endroits où ils sont vraiment très régulièrement disposés et d'autres où ils sont remplacés par des visages à 2 endroits et 2 endroits où ils sont mal identifiés, en ce sens que tous les animaux sauf 2 sont en fait des hybrides ou des animaux fantastiques, sauf 2, c'est-à-dire le chien et le corbeau. Et le chien, donc, je l'ai groupé avec les animaux, certes, mais on peut discuter, savoir si c'est une bonne catégorisation. Alors, ces animaux, lesquels ? Donc, juste au-dessus de la porte, les 2 gentils petits ânes, et puis, donc, vous voyez qu'ils sont répartis avec donc des animaux fantastiques et finalement 2 animaux. Et comme par hasard, ces 2 animaux les plus proches, les plus familiers, sont au plus près des sujets humains. Alors, pour finir, jusqu'à présent, vous voyez, c'est beaucoup des hypothèses qu'on pressent comme très intéressantes, mais encore extrêmement fragiles. En revanche, le plafond de Puisiani nous apporte des éléments très importants sur des choses qui ont été discutées ce matin, c'est-à-dire la chaîne opératoire. On était beaucoup partis initialement à la suite de Jean-Louis Vessette sur l'idée que ces chantiers étaient des chantiers très intégrés, où peintres et charpentiers travaillaient ensemble, avec le peintre faisant des retouches une fois que le décor avait pu être abîmé par la pose de certaines poutres. Mais ça, c'est des choses que Jean-Louis Vessette a repérées à Montpellier au milieu du XIIIe siècle. Là, nous sommes dans un contexte très différent. Nous sommes donc aux environs de 1500. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une fabrication quasiment standardisée des plafonds. Donc, vous voyez que là, on a un closoir. Alors, les closoirs dans le plafond de Puisierier, ils ont tous à peu près la même taille, c'est-à-dire en gros 40 sur 20, sauf 2 travées qui sont plus écartées, pour des raisons probablement de structure architecturale. Et ils les ont fait sans s'en rendre compte. Donc la commande a commandé un sujet qui fait effectivement 40 sur 20, mais il faut une planchette plus longue. Et donc au bout du sujet, il y a un endroit où le bois est brut.
Et puis là, ce que vous voyez, c'est que même topo, on est dans les mêmes travées, et donc le phylactère, il était trop court, donc on a coupé celui d'à côté. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait sur cette même planche, peint bout à bout, les divers phylactères. Et que donc la standardisation, elle n'est pas seulement d'avoir des peintres qui peignent sur une planche et puis qui coupent, mais probablement qu'il y a une spécialité. Donc il y a des planches qui sont spécialisées pour les phylactères. D'autres, c'est la même chose sur les animaux. Et ce qui est très intéressant sur celui d'en bas, c'est qu'il y a un animal domestique, qui est un corbeau, mais à côté, il y a un bout de chimère. Et donc, il y a bien une catégorie animaux, ça justifie en quelque sorte ce que nous avons fait de dire qu'il y a un monde animal qui est représenté, qu'il soit fantastique ou qu'il soit domestique. Voilà, donc ça au moins, ça nous confirme dans l'idée de la manière dont les ateliers étaient beaucoup plus standardisés qu'on l'a dit, pas nécessairement construits sur place, parce que s'ils avaient été peints sur place, même en contrebas, on se serait peut-être rendu compte qu'il y avait des endroits où la travée était plus large qu'à d'autres. Et ce qui est surprenant en plus, c'est qu'on n'a même pas cherché, sur la chimère précédente, on a laissé le bois brut, on n'a même pas essayé de mettre un petit peu de noir au bout. Donc voilà, on est là dans quelque chose qui est extrêmement surprenant, qui renvoie quand même pas trop à l'idée que le peintre était sur place, ou alors que le commanditaire s'en fiche, qui est un bout qui est laissé en bois brut. Donc voilà, Puiserier nous apporte des choses assez solides en ce qui concerne la chaîne opératoire de la fabrication et plein de pistes pour l'interprétation du programme iconographique. Merci Monique. On cède la parole à Laurent Girousse, président de l'RCPPM. Oui, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez tenté de reconstituer en fait les planches en regardant le veinage du bois? D'accord. Merci. Oui, dans les deux dernières diapos, on voit ce morceau de closoir et qui se continue par un autre. Est-ce que c'était coupé? Après, c'était tronçonné, c'était la planche portée. La planche doit arriver en long. Ouais, on l'a peignée et on coupe.